Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, c'était une journée de manifestation dans quelques endroits des villes, communes et quartiers d'Abidjan, des jeunes de l'opposition dans des rues. Ces groupes de manifestants avaient érigé des barricades et brûlé des pneus. Les forces de l'ordre étaient aussi sur le terrain. Depuis la mi-journée, c'est le retour du calme. La circulation a repris sur les voies publiques. Les populations ont vaqué à leurs occupations. Il y avait des travaux dans la chambre haute du Parlement. Aujourd'hui, séance plénière au Sénat Yamoussoukro, les sénateurs ont adopté à l'unanimité 19 projets de loi, des textes qui concernent entre autres la Cour de cassation, la Chambre des rois et chefs traditionnels et la loi sur la finance des collectivités territoriales. Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, c'est le blocage. La commission électorale n'a pu livrer dans le délai la liste des candidats retenus. Il y a un désaccord entre membres de la dite commission. Les différentes parties étaient face à la presse pour expliquer cette crise. Et on commence ce journal par ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile suite à l'appel à manifester de certaines formations politiques de l'opposition au mépris des procédures administratives légales permettant d'encadrer les marches et garantir la sécurité des participants et des populations. Nous constatons avec regret l'organisation depuis quelques jours de manifestations dans certaines villes de notre pays. Ainsi, les lundis 10 et mardi 11 août 2020, la ville de Daoukro a été le théâtre de pillages, d'agressions et de dérives communautaires qui ont malheureusement occasionné des décès, plusieurs blessés et des destructions de biens, toujours dans cette dynamique de défiance de l'autorité de l'État et malgré l'absence d'autorisation, des manifestations parfois d'une rare violence ont été organisées par une partie de l'opposition ce jeudi 13 août 2020 dans certaines localités, dans certaines villes de notre pays. Ainsi, à Beaunois, nous déplorons des pertes en vie humaine, l'agression du commissaire de police, le pillage et l'incendie du commissariat et de la brigade de gendarmerie ainsi que le saccage des domiciles des agents de force de l'ordre. Dans d'autres villes, des barricades ont été érigées et des pneus incendiés, empêchant les populations, les habitants de vaquer à leurs occupations tout en s'inclinant devant la mémoire des victimes de ces odieux actes. Le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l'esprit républicain de nos forces qui ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les Ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s'installer le désordre. Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le caractère illicite et violent de ces manifestations. Le gouvernement s'engage à agir avec la plus grande fermeté et à ne pas tolérer aucune entrave à la quiétude des Ivoiriens, à la liberté de la circulation des personnes et au bon fonctionnement de l'activité économique sur toute l'étendue du territoire. Enfin, le gouvernement informe les populations que des instigateurs de ces troubles et leurs acteurs répondront de leurs actes devant la justice, signé le général Diomandé Vagondo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Des jeunes dans les rues du pays, on en parlait à l'instant, plusieurs communes telles que Cocody, Yopougon, des groupes de manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers. Les forces de sécurité ont libéré les voies bloquées dans la journée. On fait le point à Abidjan Nord avec Herman Guivet. Carrefour de Cocody ce jeudi. Des manifestants, une procession vite interrompue par les hommes du commissariat du 8e arrondissement de la commune, chargé de sécuriser les lieux. Direction Adjamé, dans le prolongement du carrefour Indénié, un important dispositif des forces de sécurité est déployé. Des rues quasiment désertes où règne un semblant de circulation. Nous sommes informés que quelques minutes plus tôt, des barricades avaient été érigées par des manifestants. Au moment de notre arrivée, elles ont toutes été levées et l'impressionnant dispositif des forces de sécurité que nous trouvons sur les lieux s'active à rétablir la circulation. Aucune présence visible de manifestants à l'horizon. À chaque coin de rue, des agents des forces de sécurité sont postés. Rond-point de la Riviera 2, cap sur le village de Hanono. On nous apprend que la situation y est tendue. Des jeunes du village seraient aux prises avec les forces de l'ordre.
Constat fait, chemin faisant, nous tombons sur une unité de la compagnie républicaine de sécurité CRS, occupée à démanteler un barrage de fortune érigé par des manifestants qui n'ont pas manqué de mettre le feu à des pneus usés pour couper toute circulation. Les forces de l'ordre s'activent à l'éteindre par tous les moyens. 500 mètres plus loin, au niveau de la chefferie d'Anono, un groupe de jeunes manifestants balance des projectiles en direction des forces de sécurité, qui restent pour le moins passives et tentent de contenir tout débordement. Un calme précaire s'installe. Nous quittons la Riviera Anono pour la Riviera Palmeraie. Ici, pas un seul manifestant dans les rues. Les forces de sécurité, elles, sont bien présentes. Puis direction Bingerville. Ici, rien à signaler également. Les habitants de la ville vaguent tranquillement à leurs occupations. Nous rebroussons chemin pour Anono, où, semble-t-il, la tension serait redevenue vive. Face aux jets de pierre, les forces de sécurité dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Certains parmi eux seront interpellés, puis gardés à vue. Fin de constat. Retour à la station de télévision. Et la circulation a repris sur la voie Port-Bouillet-Grand Bassam. Les activités également dans les quartiers de Gonzagueville et Adjoufou. Des manifestants avaient érigé des barrages sur la voie publique. Les populations vaquent à leurs occupations depuis la mi-journée. On voit ce retour au calme avec Moussa Konaté. Il est 11h ce jeudi quand nous arrivons à Gonzagueville dans la commune de Port-Bouillet. Sur le bitume, voici ce qui reste des pneus brûlés un peu plus tôt dans la matinée. Des manifestants ont tenté d'occuper la voie express menant à Grand Bassam. La circulation a été perturbée, mais l'intervention des forces de l'ordre a permis de rétablir le trafic routier. Les taxis communaux et les minicars de transport circulent sous l'œil vigilant des policiers. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de Koumassi à Marcory, les activités se poursuivent également dans le calme. Les populations ont vaqué normalement à leurs occupations après l'intervention des forces de l'ordre dans la partie sud d'Abidjan. Et on se rend à présent dans la commune de Yopougon pour voir cette journée de manifestation. La ligne de Yopougon de la Sotra qui mène dans les autres communes est suspendue temporairement. 2 bus et un véhicule de liaison de la société de transport public pris à partie. Éric Goré. Ces 2 bus et ce véhicule de liaison de la Sotra détruits par une trentaine d'individus non identifiés. Les faits se sont déroulés tôt ce matin dans la commune de Yopougon. 2 machinistes témoins de ces faits racontent. Arrivé au niveau de la CIDECI, juste après le rond-point, je faisais un mouvement maintenant vers Akadjoba. Des individus sont sortis de nulle part. Ils ont commencé à tirer les tables, bancs, des objets de façon solide. On pêchait même le bus, voit partir. Et de là, du coup, il y a quelques-uns qui ont pris des mortiers, des cailloux, en train de casser les baies. Moi, je le suivais à 40 mètres. On commençait à lapider le premier bus. On pouvait atteindre 30-35 personnes, armées de bois, de gourdins, certains même avec des machettes. La première pierre, c'est la pare-brise qui m'a vraiment sauvé. Sinon, si ça traversait la pare-brise, c'était pas bon pour moi. Pour l'heure, les conducteurs de bus sont sur place et leurs bus stationnés en attendant que les esprits se calment. Les responsables de la société du transport abidjanais, Sotra, ont isolé le dépôt de Yopougon des autres communes d'Abidjan. En pareille situation, la priorité, c'est de pouvoir préserver les vies humaines. Et vous avez dû constater avec cet acharnement sur les véhicules, s'il y avait des passagers à l'intérieur, ce serait quand même un peu dramatique. Donc pour le moment, nous observons que le calme revienne avec l'aide et l'assistance des forces de l'ordre. La Sotra entend mettre tout en œuvre pour reprendre du service dans cette zone dans les prochaines heures. Je vous donne le contenu de ce communiqué de presse de la Sotra. Ce jeudi 13 août 2020, des individus non identifiés ont vandalisé 2 autobus et un véhicule utilitaire de la Sotra. Cette situation à laquelle se sont ajoutées des barricades faisant suite à l'appel à manifester de certains groupements et partis politiques a perturbé le réseau d'exploitation de la Sotra, occasionnant la suspension de certaines dessertes. La Sotra regrette les désagréments subis par sa clientèle et condamne ces agissements qui
contrarie la dynamique de renforcement de son parc automobile. La SOTRA, la Direction générale de la SOTRA, demande aux auteurs de ces agissements d'y mettre un terme et invite les populations à faire preuve de civisme en faisant de la préservation des autobus une préoccupation pour tous. Elle les invite par ailleurs à dénoncer tout acte suspect au numéro 02 02 13 40. Enfin, la SOTRA réaffirme son engagement à poursuivre sa mission de service public avec la plus grande responsabilité dans l'intérêt des populations abidjanaises. C'est un communiqué signé la Direction générale de la SOTRA. À Bonoua, il y avait également quelques manifestations dans les rues. Le commissariat de police de la ville saccagé par les manifestants. Ils ont incendié le lieu et tenté de lyncher le commissaire. Une personne a perdu la vie lors de ces manifestations. Le calme est revenu. Des renforts de police et de gendarmerie sont arrivés dans la localité. Et Jean-Luc Gbangbo nous donne des nouvelles de Gagnoa. La secrétaire d'État Mézébéyou en mission de cohésion sociale. Elle a échangé avec les chefs de village et de communauté. Une rencontre pour un retour au calme et au dialogue dans la région du Gao. Depuis 8h30, barricades, pneus enflammés ont obstrué les principales artères des quartiers de Garayo, Zapata et Babré de Gagnoa. Plusieurs jeunes se réclamant de l'opposition avaient pris d'assaut les rues. Les forces de sécurité, à l'aide des tirs de bombes lacrymogènes, ont pu ramener le calme dans les rues. C'est ce moment d'accalmie qu'a trouvé la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Aimé Zébéyou, pour échanger avec une vingtaine de chefs de village de Gagnoa et de chefs de communauté pour appeler au calme. Compte tenu de la situation, les chefs traditionnels sont les porte-voix, ils sont les garants de la tradition et ils sont avec la population. Il était de mon devoir en tant que fille de la région de venir les rencontrer et puis voir ensemble comment nous allons faire pour que la situation y ait la paix en Côte d'Ivoire. À sa suite, le porte-parole des chefs de village et des cantons a pris l'engagement de s'adresser aux jeunes des villes et villages. La paix, c'est le préalable à tout développement. Donc nous, comme nous sommes pour le développement, nous avons fait cette promesse. Les chefs de village, nous avons dit au niveau de Gagnoa, nous sommes arrimés à la République. Un chef de village ne peut pas être ailleurs. Nous ne faisons pas de politique. Nous devons faire en sorte qu'il y ait l'harmonie partout. Le secrétaire d'État a aussi échangé avec les chefs de communauté qu'elle a également mis en mission. Nous, les chefs de communauté, à Gagnoa ici, notre seul souhait, c'est le maintien de la paix pour le bonheur de toute la population. Donc, nous avons beaucoup parlé de la paix et notre souci, c'est comment faire pour que cette paix-là soit durable et que le vivre ensemble avec nos tuteurs soit de bonne qualité. Plusieurs débris jonchent encore les rues de la ville de Gagnoa où la mesure d'interdiction des marches est encore en vigueur. Tous ici espèrent une accalmie pour ce vendredi, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. À San Pedro, comme vous le voyez sur ces images, il n'y a pas eu de manifestation, tout est calme. Les populations vaquent à leurs occupations quotidiennement, normalement. La plupart des magasins, commerces et marchés ouverts. Les forces de l'ordre sont visibles à tous les carrefours et autres lieux sensibles. Au quartier Lac, l'un des individus qui tentait de troubler l'ordre a été interpellé. C'est ce que nous rapporte Sam Conan, notre correspondant dans la région. À Méagui, il n'y a pas eu aussi de manifestation. C'est le calme et la quiétude dans cette ville de la Nawa. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Méagui, dans la région de la Nawa. Contrairement à la rumeur annonçant des troubles ici, la commune vit à son rythme habituel. La population, estimée à plus de 132 000 habitants, selon le RGPH 2014, vague à ses occupations dans la quiétude. On n'a pas de marche ici. Nous sommes en paix ici. Ceux qui viennent à un voyage, même nos massala, les bagala, les chats, ils sont en soubre, il n'y a pas de problème. Méagui est en marche. Donc vraiment, les magasins ne sont pas fermés. En tout cas, les gens vont au travail. Donc il y a le calme. C'est vrai que matin, ils ont essayé de perturber un peu la voie publique. Méagui est en voie de développement. Méagui est en train de bénéficier de certains projets grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ces projets-là, il ne faudrait pas que des troubles viennent arrêter ça. Nous avons déjà fait l'expérience d'une grande crise qui nous a coûté la vie d'hommes importants, de grands hommes de nos pays.
dont la vie a été gâchée. Nous avons perdu beaucoup de choses. Et notre développement a reculé de combien d'années, on ne sait plus. On a perdu des gens qui auraient pu être de bons serviteurs, de bons citoyens pour notre pays. Alors j'ai demandé à la jeunesse de se calmer et d'éviter de poser des actes de vandalisme. Pour faire face à toute éventualité, un détachement de la gendarmerie nationale venu de Soubré assure la sécurité des différentes couches socio-professionnelles. Comme on peut le constater, ce jeudi 13 août 2020 n'est pas un jour mouvementé à Méagui. Et nous recevons dans ce journal le commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir, cher frère. Vous êtes sur ce plateau pour nous faire le point de la situation de cette journée de manifestation. Justement, que dit le point à l'heure où nous parlons? Merci. Nous sommes ici dépêchés par Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour justement faire un point à mi-parcours de ce qui s'est passé jusque-là. Bien entendu, c'est déplorable que de dire qu'aujourd'hui, les manifestations éclatées se sont produites un peu partout, dans certaines localités de notre pays que nous déplorons. Il y a eu au total 58 personnes interpellées, 45 à Abidjan et 13 à l'intérieur du pays qui iront de ce fait répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Alors, on parle aussi des blessés, des morts. Il y en a combien exactement? À ce stade de l'enquête, nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine, des dégâts matériels assez importants ici et là. Et une enquête est ouverte qui nous permettra justement d'être beaucoup plus complet sur la question du bilan. À cet instant précis, c'est ce que je pourrais vous dire au nom donc de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui de la Défense. Alors, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour qu'on ait des blessés et des décès? C'était entre les manifestants, c'était avec la police? Bien entendu, l'enquête ouverte va élucider les circonstances de cette situation malheureuse et les auteurs paieront en tout cas pour ce qu'ils ont fait, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, sur la question précise de Beaunois, où le commissariat de police est parti en fumée, le communiqué indiquait également que les domiciles des agents ont été pris à partie. Quelle est la situation actuelle? C'est une chasse à l'homme qui s'est donc perpétrée à Beaunois. Vous comprenez que la police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité en général ne sauraient tolérer en aucune façon ces dérives. Vous organisez des manifestations, c'est certainement, on vous le concède, c'est un droit inaliénable que de le faire, mais c'est sous certaines conditions que cela est accepté. Ça ne peut pas se faire dans l'indiscipline, dans l'insouciance et dans le désordre. C'est pour encadrer tout ça et dans ce cadre que les forces de l'ordre, dans l'aspect régalien de leurs activités, ont essayé cet encadrement qui malheureusement leur a coûté le saccage donc sans appel de leur domicile, l'attaque donc des symboles de l'État que sont notamment le commissariat de police qui est vraiment à déplorer. Il n'y a plus rien qu'on peut retenir au niveau donc de matériel au niveau du commissariat de police. Le commissaire a dû son salut par la notabilité, notamment le roi de Beaunois, qui l'a recueilli sous haute escorte à son domicile. Vous voyez que tout ça, c'est déplorable pour un pays qui vraiment aspire à l'émergence. Vous parlez de dégâts matériels importants. Est-ce qu'on peut dire que la police ou les forces de l'ordre ont été débordées? Débordées, pas en tant que telles, mais vous savez que nous le disons chaque fois que de besoin, que naturellement, il ne peut pas avoir un policier, un gendarme, un militaire pour un habitant de ce pays. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux, les populations sont beaucoup plus nombreuses que leurs forces de l'ordre. Mais dans un souci donc de discipline, il aurait fallu accepter l'encadrement de ces forces-là pour qu'ils soient entendus au moins. Mais c'était tout le contraire qui a été servi. Et en définitive, ce qui est arrivé, mais je le répète, les auteurs paieront parce que nous sommes dans un pays, donc un état de droit, et le droit va s'appliquer. Et à l'avenir, est-ce que les manifestants peuvent compter sur la police, sur les forces de l'ordre pour les encadrer lors de leurs manifestations? Mais bien entendu. Vous avez eu le premier communiqué du gouvernement qui avait dit que c'était des actes, des appels à manifestation qui n'étaient pas autorisés.
Parce que naturellement, pour que cela soit, ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que le gouvernement entend le faire. S'il y a des responsables donc, de partis politiques, de certains partis de l'opposition qui veulent faire la marche, ils connaissent la démarche à suivre au plan administratif pour que ces marches-là soient mieux encadrées. Mais quand c'est par les réseaux sociaux, le communiqué est déjà passé pour dire que c'est à travers une certaine toile que cela s'est appris. Mais vous comprenez qu'on ne va pas laisser également la vie d'honnêtes citoyens qui aspirent à la tranquillité aller comme cela se fait. Nous déplorons donc vraiment tout ce qui se passe en ce moment et appelons au calme, au calme, au calme, au calme, parce qu'il n'y a que par le calme et la discipline que nous allons ensemble poursuivre le développement harmonieux de notre pays. Et vous avez peut-être un dernier message avant de terminer? Oui, je reviens encore sur la sérénité nécessaire pour vraiment notre pays. On n'a pas besoin en ce moment précis de la pandémie, de tout ce qui se passe aujourd'hui, partout par le dialogue. C'est des choses qui peuvent se résoudre. Et donc aujourd'hui, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et plus loin, le ministre d'État, le Premier ministre en charge de la Défense, par notre voix, voudrait demander le calme et la discipline à tous nos concitoyens afin que notre pays reprenne sa marche pour le développement. Commissaire principal Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, merci. Je rappelle que nous vous recevions pour parler du point de la situation de cette journée de manifestation dans plusieurs villes et quartiers du pays. Manifestation de l'opposition dans la rue. De son côté, le RHDP déploie aussi son calendrier. L'investiture de son candidat est prévue le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le directeur exécutif Adama Bictogo qui a rencontré la presse. Alexis Godraogo. Le candidat du RHDP sera investi le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'information a été donnée ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Nous procéderons à l'investiture de son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le samedi 22 août 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans cette dynamique, des missions éclatées seront déployées dès ce samedi 15 août dans toutes les régions du pays pour faire de cette investiture une grande fête et le point de départ de la victoire de notre candidat au soir de la présidentielle. Face aux manifestations de l'opposition, Adama Bictogo déplore les incidents et pertes en vies humaines enregistrées. Je voudrais donc déplorer les morts qu'il y a eu à Daoukro et à Bonois et présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées, toute ma compassion aux familles dont les enfants ou des membres ont été blessés et leur dire que le RHDP se tient à leur côté parce que nous demeurons pour la paix. Le RHDP invite le gouvernement à faire force à la loi. Nous souhaitons que des enquêtes soient ouvertes, aussi bien au niveau des commanditaires que ceux qui ont commis les actes. Pour le RHDP, il n'y a pas de débat sur la candidature d'Alassane Ouattara. On a dit, il y a des juristes à l'époque qui ont dit Alassane ne peut pas être candidat. Mais ça dépend de la question. Vous demandez si Alassane peut faire un troisième mandat. Mais les gens répondent qu'il ne peut pas faire un troisième mandat, mais il peut faire le premier mandat de la Troisième République. Aujourd'hui, Bédi est candidat parce que le verrou a sauté. Aujourd'hui, Alassane est candidat parce que c'est une nouvelle république. Moi, je crois que tout ce qui se passe, c'est parce que l'opposition n'est pas prête à aller à des élections, mais qu'ils nous le disent. Comme ça, on va s'entendre. Quand on va gagner, on va leur donner quelques postes. Le parti n'a pas manqué de se prononcer sur les irrégularités dénoncées par l'opposition quant à la liste électorale. Il était important pour M. Kikawe, ici, il était vraiment de bonne foi, que pendant la période donc, du contentieux, toutes ces anomalies soient portées à la connaissance donc, de la Commission électorale indépendante. Et justement, l'une des fonctions, l'une des missions donc, de la CEI pendant cette période, c'est de corriger donc, ces anomalies. Intervenant à la fin de la conférence, le directeur de cabinet du président du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, a invité l'opposition au sens de la responsabilité. Il n'a nullement besoin d'insister sur le fait
que le président du PDCI RDA devrait savoir, plus que tout autre citoyen ivoirien, que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le parti donne rendez-vous pour la mobilisation du 22 août prochain. On reste avec Alexis Ouedraogo qui nous annonce que la famille du RHDP s'agrandit. Ce jeudi à Abidjan, une vingtaine de partis et groupements politiques ont signé leur engagement à soutenir le candidat Alassane Ouattara. Une vingtaine de partis et groupements de partis politiques s'engagent avec le RHDP. Ce jeudi à Abidjan, ils ont signé pour soutenir le candidat du parti. Le RHDP, en tant qu'entité politique d'obédience libérale, a réalisé de grandes performances économiques et particulièrement sociales. Étant entendu que la politique est faite pour le bien-être de la cité et que la présidentielle est la rencontre entre un homme, son projet et les populations, l'Alliance décide de porter son choix sur le candidat qui incarne ce progrès continu, le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara. L'Alliance lance un appel pour la préservation de l'unité nationale. Pour Abdama Bictogo, ce rassemblement est l'essence même de la candidature d'Alassane Ouattara. Le candidat, le président Alassane Ouattara, va à cette élection en embrassant tous les Ivoiriens. Parce qu'il gagnera cette élection aussi bien avec les militants du RHDP, avec les militants de l'Alliance, mais avec des militants du FPI, du PDCI, qui reconnaissent en lui la chance de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est réellement le meilleur candidat et la bonne alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. À présent, ce communiqué de l'ANP, l'autorité nationale de la presse observe, à moins de 3 mois de l'élection du président de la République, une résurgence de la violence au niveau du discours politique. Les médias et réseaux sociaux s'approprient ce discours et relaient abondamment. Par ce type de traitement de l'information, la presse amplifie les mesures, sinon les menaces à la cohésion et à l'ordre public. Aussi, l'ANP invite instamment les journalistes à user davantage de leur esprit critique et de discernement dans les relations des faits, dans la relation des faits et des prises de position des parties prenantes au débat public, et ce, dans le strict respect des règles qui régissent la profession en tout état de cause. L'ANP appelle la presse à privilégier par-dessus tout et sans acrimonie son rôle d'arbitre, d'intermédiation dans la société et celui de garant d'un débat politique raffiné. L'ANP en appelle à la responsabilité de tout ça. Je vous emmène à Yamoussoukro, au siège du Sénat. Il y avait une séance plénière aujourd'hui. Après les travaux en commission, les sénateurs ont adopté 19 projets de loi et un vote à l'unanimité des textes tels que les finances des collectivités territoriales et le fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Des détails avec Kader Sogodougou. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, ce jeudi matin. La vie suit son rythme habituel, chacun vaque à ses occupations. Les sénateurs, eux, sont au deuxième jour de la séance plénière de délibération. 19 projets de loi votés en commission sont soumis cette fois-ci à l'ensemble des sénateurs. Ils ont pour nom le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, le régime financier des collectivités territoriales, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, etc. Les différents groupes parlementaires sont ainsi au travail pour la vie de la nation. Très tôt, les deux chefs de groupe parlementaire, sous l'instigation du président du Sénat, nous avons décidé de prendre de la hauteur, de nous conduire en sage, malgré l'atmosphère que vous savez actuellement. Nous avons décidé de travailler en nous mettant au-dessus. Il n'y a pas qu'au sein du Sénat seulement que l'ambiance doit être préservée, la bonne ambiance doit être préservée. C'est dans tout le pays. Et je le dis en rapport avec quelques échos de manifestations qui ont lieu. Mais nous sommes au Sénat, effectivement, et la sérénité des débats procède d'une sérénité
de l'ambiance entre sénateurs, je puis attester que cette sérénité existe. Quoique le pluralisme, j'allais dire, ou la pluralité d'opinions est rigoureusement respectée, puisqu'il y a 2 groupes parlementaires. En l'absence du président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, dont le retour est imminent, c'est la vice-présidente Sarah Sako Fatiga qui a présidé les travaux. La lutte contre la Covid-19 se poursuit en Côte d'Ivoire parce que la pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement insiste sur les gestes qui sauvent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 13 août 2020 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 521 échantillons prélevés et 0 décès. On va parler de développement local. Au nord du pays, dans la région du Tchologo, les actions se multiplient pour permettre aux populations d'avoir accès à des infrastructures de base. L'eau, l'électricité, éducation. Téné Birahima Ouattara, le président du conseil régional, rassure pour les 3 années à venir, il est prévu plus de 5 milliards de francs CFA d'investissement. Kader Sogodogo. Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. Le centre culturel, c'est le lieu choisi par le conseil régional du Tchologo pour peaufiner sa stratégie de développement au profit des populations. Ici, Téné Birahima Ouattara, le président, et son équipe maintiennent le cap. Construction d'écoles, de centres de santé, réalisation de forages, électrification rurale et bien entendu, reprofilage des routes. Les parents ont bien accueilli le fait que nous puissions faire un certain nombre d'investissements significatifs, que ce soit en matière de santé, en matière d'école, en matière d'eau, et j'en passe. Donc, nous sommes venus à la rencontre des parents pour leur demander donc, de continuer de nous soutenir. Il faut que nous fassions tout la main dans la main. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous avons connu de nombreuses années de paix et de cohésion depuis 2011 et nous souhaitons que ceci puisse continuer même après les élections du 31 octobre 2020. Pour son développement, le Tchologo peut compter sur de nombreux partenaires, entre autres la SECO, qui offre une école primaire tout équipée à la commune de Ouangolodougou. Coût 70 millions de francs CFA. Visite d'une coopérative de femmes mise en service de la direction régionale de la santé du Tchologo et remise de 2 véhicules dont une ambulance. Le Tchologo amorce ainsi son développement. Pour le programme triennal 2021, 2022 et 2023, 10 priorités ont été recensées. Écoles, retenue d'eau, forage, agriculture, santé, reprofilage de routes et équipements. Plus de 5 milliards de francs CFA seront dégagés à cet effet. Et la France apporte son appui au développement régional. Le pays matérialise son engagement à l'endroit des collectivités territoriales de l'espace Escabo, c'est Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Plus de 500 millions de francs CFA mis à la disposition des villes et régions de cet espace communautaire. Mamadou Kouassi nous précise que c'est un montant qui va permettre de réaliser des projets en faveur des populations de l'Umoa. La France honore un engagement vis-à-vis des collectivités territoriales d'espace UEMOA. La coopération française met la somme de 524 millions de francs CFA à la disposition des villes et des régions de l'espace Escabo, Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Un appui pour la mise en œuvre du projet régional d'appui à la décentralisation de l'espace UEMOA, dénommé le PRAD. Un financement destiné à la réalisation de projets spécifiques pour le développement communautaire. Cette somme servira à financer la création de 40 forages qui vont fonctionner à l'énergie solaire. Et cela repartit sur les 3 territoires. Ça va soulager les populations pour l'accès à l'eau potable. Cela va permettre de créer des emplois au niveau des jeunes parce que chaque localité qui aura été choisie verra 2 de ces jeunes qui seront formés pour l'entretien et la maintenance de ces forages. Et puis cela va permettre aussi le renforcement en capacité des élus locaux sur la maîtrise d'ouvrage, sur la maîtrise déléguée. Cet appui financier a été traduit par une signature de convention entre l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le Conseil de collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Pour le premier responsable de ces collectivités, l'Ivoirien François-Albert Amicha, avec ce programme, il s'agit de promouvoir la paix et la sécurité au niveau des frontières. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA
entend faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations des 3000 collectivités de son espace communautaire. D'autres programmes similaires sont en cours de réalisation dans diverses frontières de l'espace, avec des financements différents. En sport, intéressons-nous à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La commission électorale n'a pu livrer dans le délai la liste des candidats retenus. La raison, un désaccord entre les membres de la dite commission. Les différentes parties étaient face à la presse. Chacun s'explique. On va suivre ce reportage de Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Risso. Annoncé sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme celui qui fait obstacle au verdict de la commission électorale en charge de l'élection à la FIF, Jean-Baptiste Sametiassé, secrétaire de la dite commission, fait le point des travaux. Le cas de l'Africa, le cas de l'AMAPSI, le cas du double parrainage, le cas des parrainages qui ont été donnés non datés, les cas des parrainages qui ont été donnés non signés, non cachetés. Ils ont passé au peigne fin tout cela. Mesdames et messieurs, quand ils ont voté, ils ont pris leur décision, il ne fait que constater. C'était le jeudi. Nous nous sommes dit, comme vendredi est férié, je crois que c'est la fête de l'indépendance, nous allons nous retrouver le samedi matin pour qu'ensemble on puisse signer ces documents-là. Voici la vérité. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder, à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Comment voulez-vous que moi, je fasse de la forfaiture ou je cautionne la forfaiture? Comme pour apporter une réponse à la sortie de Sametiassé, Soumaoro Mamadou, membre de la commission électorale, a à son tour organisé une conférence de presse dans la même journée du mardi 12 août 2020. La décision a été motivée comme si c'était un arrêt de la justice. Alors, la commission, nous qui étions là, les 7 membres titulaires, nous avons donné l'autorisation au président du président, tu peux signer. C'est ainsi que le ministre Dibi a signé. Le ministre Dibi a signé. Et il a remis aux choses, comment dirais-je, au DEX. Il dit non, pour moi, il y a entorse. Donc moi, je ne vais pas signer le document. Alors que l'élection est prévue se tenir le 5 septembre, ce qui s'apparente à un bras de fer entre la FIF et certains membres de la commission électorale est loin de trouver une issue. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Félix Houphouët-Boigny insistait sur une valeur de la Côte d'Ivoire, la paix. Préservons-la. Très bonne soirée sur RTI1.